Donc, bienvenue pour cette nouvelle journée symposium philodynamique organisé par le GDR de philodynamique du CNRS et le réseau FIOMAB d'INRAE. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter Camille Pelletier, donc, qui est à l'Ifremer sur le site de la Tremblade. Elle est en remplacement de dernière minute de Maud Jaco qui devait faire cette présentation, car Maud, voilà, un de ses fils a eu malheureusement le Covid et le contact. Et donc, Camille s'est proposé de la remplacer au pied levé. Donc, soyez indulgents, c'est des choses qu'elle ne maîtrise pas forcément dans tous les espaces. Donc, brièvement, Camille, tu es en thèse sous la direction de Benjamin Mordia et de Germain Chaput. Tu travailles sur les huîtres, différentes huîtres, plates, différents mollusques, on va dire. Et donc, voilà. Donc, là, au laboratoire, vous êtes en construction pour faire de la biologie moléculaire sur des virus d'ADN qui infectent ces mollusques marins. Voilà, je te laisse continuer. Ok, donc comme Julien vient de le dire, je suis en thèse à l'IFRAR de la Tremblade dans l'unité adaptation santé des invertébrés marins. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les débuts des travaux qu'on a effectués en épidémiologie moléculaire sur les maladies des mollusques marins. Donc d'abord, normalement, il y avait une diapo introductive pour présenter le parcours de Maud, mais moi, je ne vais pas vous conter les belles aventures de Maud. Donc en fait, c'était juste pour dire que Maud, elle a un passé très en santé animale, mais particulièrement pour les animaux terrestres. Son objectif, c'était de comprendre en fait, les processus évolutifs et épidémiologiques qui impactent les maladies et éventuellement pouvoir orienter les différentes politiques sanitaires vers des mesures de gestion. Maud, ça fait uniquement 1 an et demi en fait, qu'elle est arrivée sur la station et c'est la seule épidémiologiste qui travaille en fait, sur les différentes maladies qu'on étudie. Donc, il y a pour l'instant très peu de travaux en fait, qui ont été effectués en épidémiologie sur les maladies des mollusques marins. Et donc, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment le début, les bases, et tout ce qu'on a pu faire sur la première année en fait, d'arrivée de Maud sur la station. Tout n'est pas très bien ficelé, mais en tout cas, c'est nos premiers résultats. Et on est plutôt fiers parce que c'est une grande avancée pour le labo. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la station Ifremer de la Tremblade, qui ressemble à ceci. La station elle est divisée en 3 entités. La première qui correspond à la plateforme des mollusques marins, c'est en fait la plateforme qui nous permet de générer tout notre matériel biologique, de l'éclosion des larves jusqu'à la production de matériel biologique adulte. Ensuite, on a un laboratoire qui est plus focalisé sur l'étude de l'environnement en général, des paramètres physico-chimiques, du phytoplancton, des chlorophylle et tout ça, donc paramètres environnementaux, qui s'appelle le laboratoire environnement et ressources des Pertuis Charentais. Et enfin, il y a l'unité asile, donc adaptation, santé des invertébrés marins. C'est l'unité dans laquelle je travaille. Et cette unité, en fait, elle est importante parce qu'elle comporte 2 labos de référence. Un labo de référence national et un labo de référence pour l'Union européenne pour la surveillance des maladies des mollusques marins. Donc maintenant, on va parler un peu aquaculture. C'est un domaine qui est en large expansion depuis les années 90. Dans les années 2030, on s'attend à avoir une production de plus de 100 millions de tonnes de mollusques, poissons et autres. Et c'est une demande qui est en croissance continue, et notamment pour l'alimentation globale mondiale. En ce qui concerne la conchyliculture, actuellement, les mollusques, ça représente 21% de l'aquaculture mondiale en termes de poids. C'est la Chine qui est le premier producteur au monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Chine, la production, elle est constante depuis le début de leur production, alors que dans le reste du monde, on observe la tendance inverse. On a soit une production qui est constante, soit en déclin. Et ça, c'est notamment dû à l'apparition de différentes épizooties et à la difficulté de la pratique culturelle qui est quand même assez importante. Et donc, en lien avec ces épizooties, en ce qui concerne l'ostréiculture française, donc il y a l'huître en France, c'est actuellement le mollusque le plus produit, mais il est, comme je viens de vous le dire, sujet à d'importantes épizooties qui sont très régulières. En fait, on les observe chaque année. En France, on a eu 3 huîtres qui ont été majoritairement produites au cours du temps. La première huître qui est endémique des côtes françaises, c'était l'huître plate, qui est représentée ici. On a une production qui est relativement faible, et aujourd'hui, elle est plus produite.
Ensuite, on a l'huître portugaise qui a été introduite en fait lorsqu'on a eu le déclin de l'huître plate en France, pour justement pallier à ce manque de production d'huître plate. Et ensuite, on a l'huître creuse qui a été introduite dans les années 70 pour contrer en fait la disparition de l'huître portugaise. Alors pourquoi l'huître portugaise a disparu? Tout simplement parce qu'il y a un iridovirus qui a commencé à infecter les huîtres portugaises et qui les a totalement décimées très rapidement, dans les années 70. Ensuite, chez l'huître plate, et c'est une des raisons de son déclin et de sa très très faible production aujourd'hui, il y a eu deux parasites protozoaires qui ont été responsables en fait, qui ont infecté l'huître plate et qui sont responsables de sa disparition. C'est Martella réfringence et Bonamia austrae. Et ensuite, chez l'huître creuse, actuellement, on a un virus qui est particulièrement responsable de mortalité très très importante, qui est apparu en fait dans les années 90 avec un variant, un virus de référence. Et ensuite, en 2008, un nouveau variant est apparu et est responsable, cette fois-ci, encore plus virulent que la première souche qui était apparue. Ce variant est apparu dans les années 2008. Et enfin, on a un dernier pathogène qu'on étudie au laboratoire, c'est Vibrio esturianus, qui, lui, est plutôt responsable de mortalité, mais chez l'adulte, chez l'huître adulte. Donc, au laboratoire, nos intérêts principaux, les principaux pathogènes qu'on étudie chez les huîtres, ça va être donc pour les bactéries Vibrio esturianus, comme je vous l'ai dit juste avant. Pour les parasites, les deux parasites principaux et qui sont à déclaration obligatoire, c'est Martella réfringence et Bonamia austrae. Et le virus, donc c'est celui qui m'intéresse, ça va être Ostraeide herpes virus 1, qui s'attaque principalement, qui infecte principalement le naissin d'huître creuse, donc des toutes petites huîtres. Donc bien évidemment, ces pathogènes, ils ont un énorme impact économique sur la production conchilicole, et on a une énorme nécessité de mieux comprendre comment ces agents pathogènes circulent, leur cycle de vie, etc. Cependant, on a des énormes contraintes qui sont notamment liées au milieu, parce que c'est un milieu qui est assez difficile avec lequel il est difficile de travailler. On est obligé de s'adapter pour avoir accès à nos animaux, d'y aller quand c'est marée basse. On doit jongler en fait avec l'environnement. Il y a également un problème de surveillance qui est assez complexe, parce que c'est une maladie où il n'y a pas de symptômes qui sont observables à part la mort de l'animal. Donc le seul moyen de savoir en fait l'incidence de la maladie, c'est de faire des suivis de mortalité. Donc nous, on en réalise tous les ans sur les parcs pour faire des estimations en fait, de mortalité, d'incidence de la maladie. Et c'est également des maladies qui sont liées aux déclarations des acteurs de la filière, mais là encore, c'est problématique parce qu'on n'a pas forcément des bonnes collaborations avec tous les professionnels ou tous les acteurs, les comités conchilicoles, tout ça, et donc on n'a pas forcément les informations liées à ces mortalités. Donc pas forcément de déclaration, mais pas forcément un bon suivi. Qu'est-ce que vous faites pour savoir quel pathogène détecter? Tout un batch de pathogènes possibles? Alors en fait, on sait déjà à peu près, en fait, suivant l'animal qui arrive, on va savoir à peu près quel pathogène va être impliqué dans sa mortalité. C'est-à-dire que si on reçoit une huître qui est au stade juvénile, on sait très bien que ça va être de l'OSH1. Il y a de très très grandes chances que ce soit OSHV1. Si on reçoit une huître adulte, une huître creuse adulte, on sait que potentiellement ce sera Vibrio, et pareil pour les huîtres plates ou les autres mollusques marins. On sait à peu près cibler. Après, je montrerai, c'est la diapo suivante, les premiers diagnostics en fait, qu'on fait, puisqu'on est laboratoire de surveillance. Donc la grosse problématique aussi, c'est que la plupart de ces agents pathogènes, on ne sait pas les cultiver. Il n'y a pas de culture cellulaire et les milieux de culture ne sont pas forcément connus, sauf dans le cas de Vibrio esturianus. On sait très bien la conserver en culture, et la reproduire en culture. Ensuite, il y a une autre contrainte, c'est que le milieu marin, c'est un milieu extrêmement ouvert et connecté, et donc en fait, il y a énormément d'échanges entre tous les différents bassins, et il n'y a aucun isolement qui est possible de la maladie, aucune restriction des agents pathogènes autour du parc, par exemple, infecté. Et la dernière contrainte, c'est qu'il y a énormément de transferts d'huîtres entre les bassins ostréicoles et aucune traçabilité. Donc, il faut savoir qu'on estime que dans la vie d'une huître, une huître va bouger 9 fois, va changer 9 fois de bassin ostréicole dans le cadre de sa pratique culturelle, en fait, entre le moment où elle est là et le moment où elle va être mangée. Et donc ça, en fait, en même temps qu'on transfère les animaux, on transfère les différents agents pathogènes qui sont au sein de ces huîtres. Et on ne peut pas suivre les différents mouvements d'huîtres parce qu'elles ne sont pas référencées.
Donc, les méthodes de diagnostic qui sont actuellement associées à nos projets. Donc, la première méthode, ça va être l'histologie et l'immunohistochimie, parce qu'en fait, comme on est labo de surveillance, on est dans l'obligation de faire une double détection des pathogènes. Et donc, la première des détections, ça va être l'histologie, notamment le HIS, c'est principalement ce qui est réalisé. Ensuite, on a à disposition un laboratoire de pathologie expérimentale qui nous permet de faire des infections en laboratoire, de suivre les infections, d'étudier les cycles de vie, de faire tout ça en conditions contrôlées, à peu près comme on veut. Donc là, vous avez l'exemple d'une pathologie expérimentale que j'ai fait l'année dernière. Et ensuite, donc, la deuxième méthode de diagnostic obligatoire associée à l'histologie dans le cadre des labos de référence, ça va être la PCR ou la qPCR, donc des approches plutôt moléculaires, avec du séquençage Sanger parfois, sauf que en fait, on n'a pas assez de diversité dans nos échantillons, donc on ne peut pas vraiment tirer des informations des séquençages qu'on a réalisés. En fait, il y a trop peu de diversité dans nos échantillons. Et enfin, très récemment, donc depuis, je pense, 2 ans maintenant, on a commencé à faire donc, de la génomique, des approches de phylodynamique pour étudier justement toutes ces communautés qu'on peut détecter au sein des huîtres. Donc, la problématique en fait au laboratoire, c'est qu'on a une quantité croissante de données génétiques qui commence à arriver. Donc, en 2020, on avait à peu près 7 génomes du virus. Actuellement, on en a 300. Et fin 2022, on prévoit d'en avoir 500, et notamment par le biais de ma thèse, en fait, où je fais du séquençage massif. Sauf que les laboratoires de référence n'ont pas les compétences pour faire de l'analyse génomique, ni de l'analyse phylodynamique, en fait. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est en fait de référencer toutes les données de séquençage qu'on obtient, ainsi que leurs métadata, pouvoir visualiser toutes les informations qui sont stockées dans cette base de données, et enfin mettre à disposition des outils qui permettent de faire des analyses simplifiées en quelque sorte, un peu en clic de bouton, pour quelqu'un qui n'est pas aguerri et qui puisse comparer en fait, les séquences qu'il a obtenues avec les séquences qui ont déjà été générées. Donc, le principe de cette base de données, en fait, c'est qu'on va avoir toutes les ressources nécessaires pour faire tourner la base de données. Ça va être donc tout d'abord les métadonnées qui sont associées aux données qu'on va y stocker. Donc, les données sont stockées sous forme de consensus au format FASTA, avec les fichiers d'annotation et les fichiers de variantes communes, donc les variations qu'on a détectées dans nos data. Et parfois, on peut stocker aussi l'arbre phylogénétique qui va avec, et éventuellement les graphiques d'architecture génomique de nos génomes. Ensuite, en fait, l'Alternant Mode a développé donc, un framework Django. Donc, ça correspond en fait à un environnement de développement Python qui permet de gérer toutes ces ressources qui sont stockées au sein de la plateforme, et de générer les différentes sorties en fait, de visualisation. En parallèle de ça, il y a une interface web qui a été mise en place pour pouvoir justement faciliter cette analyse et cet échange de données. Donc, en revanche, ce qui vient d'apparaître, en fait, c'est les améliorations qu'on souhaite ajouter à la plateforme. Donc, notamment, ajouter une requête utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur puisse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ajouter sa séquence dans un petit cadre, et qu'en fait, ça soit comparé aux différentes séquences qu'on a déjà acquéries, pour avoir en direct une comparaison, en fait. Ajouter un module de phylogéographie, donc ça serait dans l'idée quelque chose qui ressemble à un X-Train, où on peut avoir en direct en fait, le placement de notre séquence en termes de géographie. Et ensuite, ce qui sera important aussi, c'est d'avoir en fait une interrogation régulière des bases de données qui sont actuellement, comme le NTBI, en fait, pour récupérer les données qui sont déjà existantes dans les différentes bases de données et l'implémenter au sein de la plateforme web. Et bon, ça, c'est en cours de développement encore pour l'instant. C'est pas... Donc, pour faire une overview rapide en fait, de ce qui est déjà en place. Donc, actuellement, on peut faire une recherche, filtrer nos données, mais également les télécharger, donc télécharger tous les génomes qui sont disponibles. On a également la possibilité de faire des visualisations interactives de l'information, notamment l'architecture, les différents ordres qui sont présents, et tout ça au sein de nos génomes.
On a ensuite la possibilité de regarder les variations intra-individuelles qui sont présentes au sein de chacun de nos individus, donc comme les SNP, les indels, tout ça, et la position dans le génome du virus, enfin, ou du pathogène, parce que pour l'instant, c'est pas le virus. Et enfin, on a mis à disposition aussi la possibilité de regarder les graphes de couverture des librairies en fait, sur les génomes viraux qui ont été assemblés. Et enfin, le dernier module qui est pour l'instant en place, c'est de pouvoir faire de la phylogénie interactive justement pour savoir où se situe notre génome de SHV1 par rapport aux autres échantillons qui avaient déjà été séquencés. Donc, c'est un projet qui a été développé dans un esprit d'open science. Donc, tous les codes sont open source sur un GitLab. Toutes les données sont téléchargeables et utilisables par tous les utilisateurs qui le souhaitent. Actuellement, c'est une plateforme qui est en cours de déploiement. Donc, elle est pour l'instant sur nos serveurs de Ifremer, mais elle sera bientôt mise à disposition. Donc, normalement, ce sera fin 2022. Et pour l'instant, il y a uniquement les séquences d'OSH1 qui sont, enfin, du virus OSH1 qui sont disponibles sur cette plateforme, mais il y a une alternance justement qui vient d'arriver et qui va faire tout le développement pour les autres pathogènes, donc exactement la même structuration. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est l'OSH1 qui est le mieux étudié au laboratoire. Enfin, c'est là où on a le plus de données, en tout cas actuellement. Donc qu'est-ce que c'est l'OSHV1 ? C'est un virus de type herpès. Donc la première détection d'un virus de type herpès chez un musque marin, ça a été réalisé dans les années 70 en Amérique. En fait, dans une écloserie, il y a eu énormément de mortalité chez des larves. Et du coup, ils se sont inquiétés de savoir ce qui se passait et ils ont détecté donc, un virus de type herpès. Actuellement, il est détecté dans le monde entier et chez plusieurs espèces hôtes. Donc, son espèce hôte majoritaire, c'est l'huître creuse, mais il est également détecté chez les palourdes, chez l'huître plate ou encore chez les coquilles Saint-Jacques et les pétronches. En 2008, donc c'est quand même assez récent, il y a un nouveau variant qui s'appelle OSHV1 microvar, qui a été détecté durant des épisodes de mortalité très très importantes de naissance d'huître creuse et qui a réellement impacté économiquement et je pense moralement toute la filière ostréicole, puisqu'ils ont perdu pratiquement 100% de leur production sur tous les parcs. Et enfin, le premier génome de SHV1 complet a été publié en 2005. Il a été assemblé à partir d'un séquençage Sanger et il a été, par microscopie, affilié aux herpesvirus. Donc actuellement, ce qu'on sait, c'est que le virus OSHV1, c'est un virus ADN double brin qui a un génome linéaire de 207 000 paires de bases, qui est constitué par des régions uniques, encadrées par donc des régions répétées inversées, donc TRL et IRL qui encadrent la région longue, et IRS-TRS qui encadre la région courte, et enfin une dernière région qui est la région X, qui est intercalée entre ces deux, enfin, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais régions répétées. Ce virus, il a un génome qui est typique des herpesvirus, enfin l'architecture du moins est typique des herpesvirus. Son génome est constitué de 124 ORs, dont 12 ORs sont dupliqués, et malheureusement, on a uniquement 25 ORs qui sont fonctionnellement annotés. Donc c'est relativement compliqué de travailler, enfin de parler en termes de fonctionnel. Ensuite, grâce à l'ONT, justement, on a pu détecter qu'il y avait plusieurs isomères du virus qui sont présents en fait en quantité équimolaire dans les tissus d'un individu infecté. Donc, on a 4 variants majoritaires, enfin 4 isomères majeurs et 4 isomères mineurs. Donc, 8 isomères. Ce qu'on sait également, c'est qu'on ne peut pas le mettre en culture. On n'a aucune culture cellulaire qui existe à l'heure actuelle. Donc, on est obligé d'étudier le virus uniquement in vivo, donc au travers des huîtres et de mortalité. Et et ce qu'on sait également, c'est qu'il est transmis d'un individu à l'autre uniquement par l'intermédiaire de l'environnement et des courants d'eau en fait, qui sont autour des huîtres. Et enfin, la température de l'eau, c'est le facteur le plus important en fait, qui influence sa diffusion et surtout le démarrage de l'infection. En fait. À partir de 16 degrés, on commence à avoir de la réplication virale au sein des tissus.
Par contre, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas en fait, pour l'instant. Donc, c'est là tout l'enjeu en fait, de l'arrivée de Maud et puis des autres chercheurs qui sont en génétique et tout ça. Donc, déjà, on ne sait pas si le virus il circule. Si le virus qui circule au sein de l'environnement, il est le même entre, par exemple, l'huître plate et l'huître creuse. Donc ça, c'est une grande question qui, pour l'instant, en cours de résolution. On ne sait pas où se cache le virus pendant l'hiver, donc les phénomènes de latence notamment, ou d'intégration. C'est une grande question. On ne sait pas quelle est la diversité virale dans les différents bassins ostréicoles. On ne connaît pas non plus les mécanismes évolutifs et épidémiologiques qui pourraient expliquer les différents patrons de diversité qui sont observés au sein des différents bassins ostréicoles. On ne sait pas si le virus est transféré d'un bassin à l'autre en lien avec les transferts d'huîtres. Et enfin, on ne sait pas s'il est possible de proposer différentes stratégies de contrôle de la maladie qui est causée par le virus. Et donc, suite aux questions qu'on se pose et puis aux approches qui sont disponibles, c'est totalement en lien avec les approches de phylodynamique qui, justement, allient la phylogénétique et puis l'épidémiologie. Excuse-moi. Je comprends pas très bien ce que tu veux dire, ce que vous voulez dire par si le virus circulant chez les différentes espèces hôtes est le même. Ouais, en fait, ça va venir, c'est-à-dire. Ok. En fait, c'est juste de savoir si on a deux souches virales, en fait, si les souches virales qui sont trouvées chez l'huître creuse sont les mêmes que les souches virales qui sont trouvées chez les autres espèces hôtes qui sont infectées. Puisqu'il y a plusieurs espèces hôtes qui peuvent être infectées. Et pendant l'hiver, du coup, vous faites de la surveillance? Ouais, alors du coup, c'est la première année où on a fait des prélèvements pour l'hiver, oui, pour étudier les phénomènes de latence. Et il y a une thèse qui vient de commencer lundi dernier, justement, sur l'étude de son cycle de vie, en fait, de la profession. Vous ne le trouvez pas pendant l'hiver dans les huîtres? En fait, jusqu'à présent, on a essayé qu'on ne le trouvait pas parce qu'on trouve des. En fait, quand on fait des PCR, les CT sont très très faibles, enfin, sont très élevés, du coup, c'était 30 ou plus. Et donc, on estimait jusque-là que c'était du buitron. Et en fait, on est en train de changer de perception et de se dire peut-être qu'en fait, c'est vraiment du virus qui est stocké là et c'est juste qu'on ne sait pas l'interpréter en fait ce CT. Donc, pour l'instant, je commence cette question. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas et j'avais fait ça pendant mon stage de master, mais on ne sait plus en fait des cours. Qu'est-ce que ce serait l'hypothèse alternative par rapport à ce virus qui partirait pendant l'hiver et qui reviendrait Non, en fait, l'alternative surtout, ce serait qu'il serait stocké, mais dans d'autres espèces hautes, qui serait juste un vecteur, en fait, et puis au moment où il y a besoin, lui permettre de se réactiver, en fait. Mais pour l'instant, on n'a absolument aucune information sur ça, donc je ne peux pas épiloguer. Ouais, c'est une question qui reste un peu en suspens pour l'instant. Mais après, on sait très bien, par contre, que les herpesvirus s'intègrent à leur génome, typiquement dans le génome de leur hôte, donc c'est aussi une autre possibilité. Mais pour l'instant, on n'a pas pu le démontrer. Donc, moi, ce que je me suis amusée à faire, du coup, dans le cadre de ma thèse, c'est donc développer tout un pipeline d'analyse pour assembler les génomes, ensuite faire du variant calling pour étudier la variabilité intra-individuelle, ensuite étudier la variabilité structurale dans l'ensemble du génome, et ensuite étudier la variabilité inter-individuelle, et notamment pour faire de la génomique comparative et de la phylodynamique. Donc, bien évidemment, avant l'assemblage du génome, il y a beaucoup d'étapes. Je ne les ai pas présentées, mais c'est assez. Donc, on arrive donc à la première question, c'est la question de la différenciation du virus en fonction de l'espèce hôte. Donc, en fait, là, ce qu'on observe, c'est qu'on a une clusterisation qui est très, très marquée. Un premier cluster en haut qui correspond aux échantillons d'OSH1 qui ont été prélevés chez l'huître plate, et un second cluster ici qui correspond en fait aux échantillons qui ont été prélevés soit chez l'huître creuse, soit chez d'autres espèces hôtes. Donc, a priori, on a une belle différenciation des génomes viraux en fonction de l'espèce hôte. Et en fait, ça a été confirmé par nos mesures de différenciation également, puisqu'on a un GST moyen de 0,87, ce qui est assez énorme en termes de différenciation. Ensuite, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un ancêtre l'ancêtre commun aux échantillons qui ont été prélevés chez l'huître plate et à ceux qui ont été prélevés chez l'huître creuse est beaucoup plus éloigné que notre ancêtre commun qui correspond aux échantillons qui ont été prélevés uniquement chez l'huître creuse. Chez l'huître creuse, on a donc le génotype de référence
et les génotypes de microvars en fait, qui sont détectés actuellement dans l'environnement. Et donc, on a une utilisation d'OSHV1, a priori en fonction de l'hôte, qui a précédé l'émergence de ces différents variants dans l'environnement. Et on suspecte même, notamment pour le microvar, que ce soit une introduction de variants dans l'environnement liés probablement soit au transfert entre bassins, soit à une autre. Donc, la souche de référence, c'est celle qui correspond à l'ancêtre de toutes celles du virus, ça correspond à la première introduction du virus, à la première apparition du virus. Oui. Oui, enfin, dans les années 70, en fait, il n'a pas été séquencé, donc on n'a pas forcément le génome. Par contre, les génomes de référence qu'on a, ils datent des années 94, enfin, de 94. Donc, a priori. C'est probable vraiment que la racine de ce qui est entouré là, c'est vraiment. C'est comment? La racine de ce qui est entouré, c'est aux alentours. Oui, tout à fait. Après, on n'a aucun moyen de le confirmer, mais a priori, c'est ça. Donc, ensuite, la question qu'on s'est posée, c'était est-ce que OSHV1 évolue de façon mesurable, puisque pour faire des approches de phylodynamique, on est obligé d'avoir un virus qui évolue et que son évolution soit mesurable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude de distance à la racine, une corrélation. On a testé la corrélation entre la distance à la racine et le temps, le temps de l'échantillon, la date de l'échantillon. Et donc là, on s'est aperçu que c'était effectivement très très bien corrélé. Et donc, on a une évolution qui est tout à fait mesurable pour le virus OSHV1. Du coup, on a fait une phylogénie calibrée dans le temps, qui vous est présentée ici. Je sais ce que vous voulez. Je sais plus, aide-moi. Pardon Camille. Non, donc du coup, on avait de premiers génomes, donc ça date de l'an dernier, hein, qu'on avait séquencé. Donc, on a tenté de calibrer une horloge moléculaire dessus. Et du coup, pour faire de premières estimations des taux de substitution, et a priori, on a des taux de substitution qui sont de l'ordre de 10-5. Donc, on a quand même un taux d'évolution assez rapide, entre guillemets, pour un herpès virus, qui a priori nous permettent quand même de dire qu'on pourra effectuer quelques analyses de phylodynamique par la suite. Maud, Ouais. si tu entends, est-ce qu'il y a de la recombinaison qui a été détectée sur ces... Ouais, alors j'ai fait des premiers tests justement là-dessus, notamment dans le cadre du papier suivant en fait que Camille va présenter, mais on détecte de la recombinaison, enfin en tout cas a priori il y en aurait. Ce qui est assez compliqué, c'est que on n'a pas non plus énormément de diversité, donc réellement être capable de détecter à quel endroit les événements ont eu lieu, c'est assez compliqué. Donc, en fait, on se retrouve avec des portions génomiques extrêmement longues qui ont potentiellement été impactées par la recombinaison. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du déblayage. Mais voilà, on a probablement de la recombinaison qui arrive. Après, à quelle fréquence et sur quelle portion du génome en particulier, etc., on n'a pas encore de réponse. On n'avait pas assez de données pour le faire. Mais a priori, Camille est censée adresser ces questions-là avant la fin de sa thèse, si on a le temps, quoi. Mais pour les analyses qu'on a conduites jusque-là, en fait, j'ai retiré les régions potentiellement impactées par la recombinaison. Donc, puisque l'évolution du virus était mesurable, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a une spatialisation, en fait, une différenciation en fonction de la localisation de nos différents génomes. Donc là, vous avez on a fait une reconstruction des états ancestraux en fonction de la localisation des hôtes. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on a clairement deux clusters. Un cluster où on a des échantillons qui proviennent du bassin de Marais-Noléron et des échantillons qui viennent de l'étang de Thau. Et tout en haut, on a un cluster avec des échantillons qui ont été prélevés dans le bassin, dans la rade de Brest, mais également des échantillons qui ont été prélevés dans le bassin de Marais-Noléron. Donc déjà, il faut savoir que la diversité d'OSHV1, elle est beaucoup plus importante dans le bassin de Marais-Noléron que dans les autres bassins, d'où en fait
cette typologie d'arbres. Et en fait, cette phylogéographie elle nous a permis d'établir également qu'il y avait effectivement des transferts d'huîtres entre bassins et que ces transferts dispersaient en fait les différents virus qui étaient présents au sein des bassins et les populations. Et que c'était significatif. Donc ensuite, ça c'est ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc en fait, j'ai... Oui, c'est l'idée d'intégrer cette information de mouvement de d'huîtres. Enfin, il y a un suivi. Pas du tout. On n'a aucune idée en fait de ce qui se passe réellement. Donc là, c'était une première. En fait, c'est la première fois qu'on arrivait à détecter effectivement que le transfert, on l'a lié au transfert d'huîtres entre bassins, mais c'est qu'une hypothèse en fait. Mais c'est vraiment la première fois où on a réussi en fait à détecter que les populations de marines d'Oléron se retrouvaient un peu partout dans les bassins. J'imagine que chaque transporteur fait une traçabilité, mais après, il y a plusieurs transporteurs, il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. Et même les politiques, les comités régionaux de conchyliculture ou nationales sont au courant des transferts qui sont faits. Et c'est-à-dire que les transferts, ça peut être très important. Ça peut partir du bassin de Marraine-Oléron pour aller jusqu'en Irlande ou en Espagne. C'est vraiment européen. Comment ça se passe s'ils prennent un seau et ils vont, ils les déversent en camion, ouais. En fait, ils ont des parcs là-bas. Et du coup, ils les mettent sur leur parc là-bas, mais il n'y a aucune personne qui intervient pour dire stop. Et pour voir sur quelle échelle de temps on est ici, parce que sur l'arbre précédent que tu as noté, c'est pas un arbre qui est calibré dans le temps, donc si ça se trouve, les événements de dispersion sont très très anciens et ne peuvent pas être reliés alors. à dépassement. A priori, c'est ce qu'on a fait après. En fait, quand on l'a calibré dans le temps, on observe quand même cette clusterisation avec Marraine-Oléron qui est dispersée un peu dans tous les clusters. D'accord. Du coup, l'objectif, c'était de passer sur une plus large échelle, parce que là, on était restreint à que, je crois qu'il y a 21 génomes dans l'étude précédente, et donc l'objectif, c'était justement d'avoir une multitude de génomes pour pouvoir étudier ces transitions virales et ces différentes populations virales sur toute la façade atlantique et méditerranéenne. Donc, dans ma thèse, j'ai eu la chance de recevoir en fait des échantillons de virus qui avaient été prélevés dans différentes régions. J'en ai eu qui venaient d'Amérique, de Nouvelle-Zélande, du Japon, d'Irlande, de Norvège, Espagne, Allemagne. Et en parallèle de ces échantillons, j'ai réalisé un suivi tous les ans sur 4 bassins ostréicoles français. Donc la rade de Brest, le bassin de Marraine-Oléron, le bassin d'Arcachon et l'étang de Thau. Et ces suivis, ils ont été réalisés donc, entre 2019 et 2022, puisqu'on a fini le dernier suivi cette année. À partir de ces échantillons, on a réalisé des extractions ADN et ensuite un séquençage IDNA en chartreuse. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat pour les 200 librairies parmi celles que j'ai séquencées. C'est 2 litres creuses infectées par le virus OSHV1. Les échantillons ils sont compris entre 1994 et 2021. Donc on a aussi bien le génotype de référence initial qui était détecté premièrement, mais également le génotype OSHV1 microvar qui est actuellement le variant majoritaire détecté dans tous les bassins. Donc comme je le disais avant, j'ai des échantillons qui viennent d'Espagne, Allemagne, Nouvelle-Zélande et Amérique. Et pour la France, cette fois-ci, j'ai élargi parce qu'on a aussi reçu en fait, dans les collections des échantillons un peu plus anciens et qui couvraient en fait toute la façade atlantique. Donc, en plus des échantillons non suivis qui sont donc Thau, bassin d'Arcachon, bassin de Marraine-Oléron et rade de Brest, j'ai également des échantillons qui viennent de l'île de Ré, du Pertuis-Breton et de Normandie. Donc là, la question qui nous intéressait, c'était quelle est la structuration spatiale et temporelle du virus OSHV1. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est qu'on a 3 clusters. Un premier cluster qui correspond aux échantillons qui ont été échantillonnés dans l'océan Pacifique. Un cluster qui correspond aux échantillons qui ont été échantillonnés avant 2008, donc qui correspondent au génotype de référence qui était détecté, qui a premièrement été détecté et séquencé. Et enfin, un dernier cluster qui correspond aux échantillons qui ont été échantillonnés après 2008 et qui correspondent donc, cette fois-ci, au variant, au génotype OSHV1 microvar. Donc, si on se focalise uniquement sur les échantillons qui correspondent du génotype microvar, cette fois-ci, on voit
très bien que, comme je le disais tout à l'heure, les échantillons qui proviennent du bassin de Morel-Oléron sont un peu répartis tout au long de la phylogénie. Donc, ce qui nous laisse penser encore une fois qu'il y a effectivement des transferts entre bassins. Alors, le problème, c'est que là, je ne suis pas encore allée assez loin, donc j'ai plein d'autres analyses à faire derrière, notamment au niveau des base factors pour valider ça. Et il y a forcément ici un biais d'échantillonnage assez important, notamment ce que tu vois sur le. Et au niveau des base factors, il y a moyen de calculer. Oui, alors en fait, le problème, c'est que donc là, il faut savoir que j'ai généré cette figure lundi. Non, ça reste court. Il y a des versions de base factors qui tiennent compte de l'hétérogénéité de l'effort d'échantillonnage. Ouais. Alors ça, du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire, sauf qu'en fait, j'ai eu un problème dans mon log file, donc à la base, on devait présenter les base factors, et du coup, j'avais pas le temps de refaire mon analyse. Donc on a dit, c'est pas grave, on présente que ça, et puis vous verrez l'année prochaine. Mais en tout cas, oui, il y a d'autres choses à faire derrière que j'ai pas encore eu le temps de faire, qui seront faites très prochainement, voire dès la semaine prochaine. Voilà, donc pour l'instant, ça laisse en suspens cette hypothèse de justement on a des transferts entre bassins et a priori, justement, quand on a un échantillonnage plus large, alors même s'il est biaisé parce qu'on a beaucoup plus d'échantillons qui proviennent du bassin de Morel-Oléron, a priori, c'est quand même ce qu'on arrive à détecter qu'il y a effectivement. Ouais, exactement. Et ouais. Il n'y a pas forcément de structuration. Alors, donc ensuite, du coup, Maud, elle s'intéresse également à la modélisation épidémiologique du virus OSHV1 et notamment à la dynamique des mortalités. Donc pour ça, en fait, elle a imaginé un modèle épidémiologique à compartimentalisation classique. Donc avec un premier compartiment qui correspond aux huîtres qui sont sensibles. Ensuite, on a deux voies possibles, soit la première voie en haut qui correspond en fait aux huîtres qui sont résistantes face à l'infection du virus OSHV1, et en bas, ça correspondra aux huîtres qui sont sensibles au virus OSHV1 et qui donc vont développer des formes plus graves, éventuellement, très probablement. Donc ça correspond aux deux compartiments qui sont exposés au virus OSHV1. Ces individus, ensuite, ils vont passer vers un compartiment infecté avec un certain taux. Donc, tous les paramètres sont estimés en laboratoire. Donc ça, c'est la partie. Tous ces individus qui sont infectés, ils vont excréter dans l'eau avec un certain taux, ce qui fait que l'eau va être infectieuse et va pouvoir transmettre la maladie à d'autres individus. Et enfin, on a un autre compartiment ici qui correspond aux huîtres qui sont rétablies parce qu'elles étaient résistantes, donc en fait, elles n'ont pas réellement eu la maladie, elles ont juste développé un certain load viral. Et en parallèle, ici, on a des individus qui sont à la limite de mourir, mais qui vont quand même continuer d'excréter dans l'eau et qui vont continuer à intensifier en fait, le load viral qui sera disponible dans l'eau pour réaliser une nouvelle infection. Et enfin, pour finir, en fait, les animaux sensibles finissent par mourir. Alors là, je ne sais pas si Maud, tu peux rajouter des choses, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. C'est parfait, Camille. Globalement, l'idée, c'était juste de montrer. L'idée, c'était juste de disposer d'un modèle pour pouvoir après essayer de modifier quelques-uns des paramètres pour faire des hypothèses sur de potentielles mesures de gestion en particulier. Donc, on a estimé en fait tous les paramètres du modèle en laboratoire pour essayer d'avoir un modèle qui soit vraiment proche de ce qu'on peut observer, qui nous permettre, dont on peut être assez certain pour pouvoir après jouer avec dans plein de situations. Et en fait, je voulais juste vous montrer parce que l'idée, c'était juste de transposer ça parce qu'on a quand même ce compartiment haut qui joue beaucoup dans toutes les maladies qu'on va étudier. Donc je trouvais ça sympa de partager ça avec vous, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Du coup, en ce qui concerne du coup l'estimation des paramètres et donc la calibration du modèle, donc là c'est en fait de l'infection expérimentale. Donc on injecte en intramusculaire une suspension virale de OSHV1 et ensuite on répartit chaque individu dans des béchères isolées
pour notamment suivre la concentration d'ADN viral dans l'eau de mer, c'est-à-dire l'expression du virus. Ensuite, on fait donc, des taux de survie du virus dans l'eau. Donc, on suit la quantité d'ADN viral qui est présente dans l'eau de mer au cours du temps et sa capacité à infecter de nouvelles huîtres qui sont saines. Et enfin, il y a un suivi de mortalité des huîtres qui est également réalisé tous les jours. Donc ça permet d'obtenir ce genre de résultat avec un patron d'expression. Enfin, c'est l'exemple du patron d'expression. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que pour les familles sensibles, qui sont représentées avec la courbe bleue, on a une excrétion qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus longue, enfin, beaucoup plus prolongée en fait dans le temps, alors que chez les individus résistants, l'excrétion est beaucoup plus faible et s'arrête beaucoup plus rapidement. Ensuite, après la calibration du modèle, il faut valider le modèle. Et donc là, c'est un autre type d'expérimentation. Donc cette fois-ci, on a injecté, pareil, en intramusculaire, une suspension virale du virus OSHV1 et on a mis cette huître en cohabitation avec d'autres huîtres et on réalise tous les jours, pendant 7 jours, un suivi mortalité des huîtres. Donc ça permet ensuite de faire des simulations sur le taux de mort, sur le nombre d'huîtres saines en fait au cours du temps. Donc toutes les barres représentent en fait une simulation qui a été effectuée. La courbe bleue représente la moyenne des données qui ont été simulées. Et en rouge, on a la courbe des datas qui ont été réellement observées grâce à l'expérimentation précédente. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que a priori, le modèle est plutôt pas trop mal ajusté, puisque nos courbes sont presque pas superposées, mais en tout cas très très proches. C'est une pas trop mauvaise représentation de ce qui se passe dans la réalité. Ah oui, alors là, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, chacun des graphes représente en fait, il faut s'imaginer que c'est un parc ostréicole. Et en fait, ce qu'on cherche à étudier, c'est la dynamique de mortalité pour chacun des parcs et pouvoir comparer entre eux ce qui se passe et éventuellement tirer des conclusions. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est pouvoir faire une spatialisation, une extrapolation des résultats qui auront été obtenus dans un écosystème pour le transférer, l'extrapoler pour d'autres zones de production, en fait. Typiquement, on peut faire des tests pour le bassin de Lorraine-Aveyron, et l'objectif, c'est de pouvoir le comparer à ce qui se passe dans les tantaux ou dans la rade de Brest. Et le comparer justement à des écosystèmes qui sont contrastés. Et oui, après, c'est de voir en fait comment, les liens qu'il y a entre les différents écosystèmes, les transferts de virus ou les diffusions de virus et les transitions. Sur l'hétérogénéité. Non, pas sur en fait, sur le fait qu'il y a une hétérogénéité entre les hôtes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont développer une infection aiguë, mourir, d'autres qui vont se rétablir. Vous connaissez un peu, d'une ou l'autre des au sein du génome de l'huître. Ou je ne sais pas, c'est phénotypique. C'est l'âge. Oui, alors il y a l'âge qui entre en jeu, et en fait, il y a certaines huîtres qui déjà, dès qu'elles naissent, en fait, elles sont résistantes, et il y en a qui sont au contraire hypersensibles en fait. Alors plus elles évoluent dans l'âge, et plus elles deviennent résistantes, mais il y a quand même un problème génétique au fond. Enfin, un problème. En tout cas, il y a des caractéristiques. Quand elles rentrent dans la classe grand-père, elles sont complètement immunes. Oui, elles n'ont aucun symptôme. Et en fait, elles excrètent très très peu de virus. Et il n'y a aucun phénotype. Après, il y a des familles contrastées, parce qu'il y a bien évidemment celles qui sont ultra résistantes, c'est très dur d'avoir totalement résistants. Mais il y a tout ce qui est intermédiaire, donc le niveau de résistance est très variable en fait. C'est tout un panel en fait entre résistance ici. Vous avez essayé d'explorer la possibilité que, comme tu suggérais avant, que l'espèce s'intègre dans le génome de certains. Alors, moi, on a fait des tests, mais les seules données qu'on avait, en fait, c'était des données de séquençage, mais short read. C'est pas facile d'obtenir un signal d'intégration avec des données comme ça. C'est pour ça que du coup, il y a Aurélie qui m'a inventé, qui va faire cette fois-ci du séquençage hybride, et puis il y a des approches expérimentales pour essayer de démontrer ou l'inverse, qu'on a une intégration. Enchaîner. Est-ce que
il y a eu une équipage de tests sur les différentes populations d'huîtres pour voir un petit peu si il y avait des associés. Il y a une thèse en cours qui étudie justement les génétiques qui sont associés à la résistance ou à la sensibilité des huîtres. Donc là, je maîtrise pas, mais ouais, il y a une thèse en cours justement pour génétiquer tout ça. Bah, a priori, il y a quand même une part d'héritabilité qui a été établie. En fait, il y a pas mal de gens au labo qui travaillent sur mettre en place des programmes de sélection d'huîtres résistantes parce que voilà, il y a un caractère héréditaire, mais bon, le problème c'est qu'on est incapable de déterminer sur quelle portion du génome, qu'est-ce qui est impliqué, est-ce que c'est un locus, plusieurs loci, etc. On n'en a encore aucune idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier génome de l'huître, il est dispo que depuis quelques mois. Donc, ouais, enfin, il y en avait un autre, mais qui était vraiment très mal résolu et que personne n'utilisait parce que, bah, et encore, nous, on le voit dans toutes nos analyses, hein, même quand on essaye d'éliminer les RITs qui correspondent au génome de l'hôte en faisant du mapping, en fait, à la fin, il nous en reste plein. Enfin, voilà, on sait qu'on n'est pas encore très, très bon là-dessus, mais on a une nouvelle chercheuse quand même qui est arrivée au labo, qui est spécialisée, en fait, dans ce domaine-là, en génomique, on va dire, et génétique de la sélection. Donc, elle va adresser toutes ces questions-là. Donc, on sait qu'il y a une part d'héréditabilité là-dedans, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je ne sais pas si c'était ça hein, ta question, Julien. Tu parlais avant de la température, on avait appris que les conditions physico-chimiques, essentiellement une température assez limitée, oui. Il doit avoir une température pour toute la partie cinétique. Oui. Et probablement la plupart des expérimentations. Non, je veux dire, la plupart des éléments, que ce soit la mort de l'autre, que ce soit le decay de la viabilité du virus, et probablement ils sont dépendants de la température, on doit les réduire. Oui. Donc, ça veut dire que tous les paramètres, en fait, vous devez intégrer la dépendance de la température. Ouais, alors en fait, là, ce qui a été fait, je pense que c'était à 21 degrés, là, parce que c'est la température optimale pour la réplication du virus. Donc, je pense que toutes les expérimentations, elles ont été faites à 21 degrés. Mais après, je ne sais pas du tout comment c'est pris en charge dans les modèles. Ouais, donc là, effectivement, c'est ça. Hein. On a fait toutes les manips dans des conditions optimales. Et de toute façon, pour l'instant, on ne considère que des fenêtres permissives en fait pour la transmission du virus. Donc, on travaille vraiment voilà, sur des échelles de temps assez courtes. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir effectivement évaluer vraiment en tout cas quantifier l'impact de ce facteur température et intégrer cette information-là dans le modèle. Mais pas que, on aimerait aussi voilà, aller un peu plus loin en introduisant un modèle hydrodynamique sous-jacent, etc. Donc, il y a plein de perspectives. Mais aujourd'hui, effectivement, on travaille dans des conditions uniquement, on va dire, optimales pour la transmission du virus. Et donc, en fait, pourquoi on essaye pourquoi Maud essaye de développer des modèles d'épidémiologie pour évaluer l'impact que pourraient avoir des potentielles mesures de gestion sur justement le virus. Quoi. Comment on pourrait gérer en fait toutes ces crises liées au virus OSHV1 et évidemment délivrer un outil pour aider les politiques sanitaires à prendre des bonnes décisions pour la gestion des huîtres. Et on n'en est pas encore là. Et voilà. Merci pour votre attention. J'avais une autre question sur l'histoire température. Ce que je me demandais, c'est s'il y avait effectivement une intégration dans l'eau, on pourrait s'attendre à ce que, comme il y a de la saisonnalité, si vous preniez vos eaux qui étaient résistantes, vous les mettez à une limite de température et après vous les poussez dans des températures plus élevées, est-ce qu'il pourrait y avoir des réactivations? Alors, ça a été fait cette année, ils ont testé en fait, de récupérer les individus parce que, en fait, comme je dépose énormément d'huîtres sur le terrain, ils se sont servis des huîtres que je laisse
justement un affection des essais pour étudier justement cette dynamique de latence. Et ils ont rentré justement des animaux qui étaient sur le terrain depuis un certain moment. Et on les a montés en température pour justement simuler l'arrivée de l'été. Pendant 3 mois, elles sont restées en cohabitation avec des huîtres, des naissants d'huîtres hypersensibles qui sont censées mourir dès qu'ils voient le virus et elles ne sont jamais mortes. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je dis que c'est que des hypothèses, parce qu'on a en fait aucune idée de ce qui réellement est stocké ou intégré. En plus, c'est particulièrement difficile d'étudier l'intégration du génome de l'herpès chez l'huître, parce qu'on a énormément d'homopolymères et des choses comme ça qui biaisent en fait, tous les signaux, aussi bien dans le génome du virus que dans le génome de l'huître. Donc, c'est ouais, pardon. Vous avez regardé le sensible résistant chez les autres, parce que tu avais dit que quand vous avez séquencé, vous trouviez aussi des bactéries qui étaient partie du microbiote. Oui. S'il y avait une corrélation entre le microbiote et le alors, non, je pense que ça sera fait dans un projet futur, parce qu'effectivement, moi, j'utilise vraiment qu'une infime partie en fait, de mes échantillons. Mais effectivement, il y a énormément de choses, d'autres choses. Moi, j'avais commencé à faire des assignations taxonomiques et on a énormément de bactéries, il y a énormément de choses dedans. Mais en fait, c'est une autre thèse. C'est trop. C'est pas possible. Parce que là, je suis à 500 génomes, donc 500 échantillons. Donc c'est. Vous allez stocker toutes ces informations ouais. Tout à fait. Là, c'est tout stocké sur les clusters de calcul. Je suis surpris de voir, vous savez, trouvé relativement peu de virus, non? Comment? Il y avait dans l'arbre que vous avez montré, donc un peu l'assignation taxonomique après le blast, je pense, ouais. Et il y avait plein de bactéries, mais il y avait très peu de virus. Et c'est surprenant, non? Ou non, non, en fait, ce qui se passe, alors c'est que déjà la flore, la flore bactérienne, je pense qu'elle est largement plus conséquente que la flore virale. Et en fait, ce qui se passe dans nos séquençages, c'est que comme on... Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on séquence, effectivement, on a majoritairement de l'hôte. Et on a en fait entre 0,1% et 5% de virus. Donc à partir de là, ça devient compliqué. Mais effectivement, il n'y a pas de phage ou de. Enfin, comme on aurait pu l'attendre en fait. Ouais. Mais je ne sais pas expliquer plus que ça. Et pas de phase non plus de rhinovirus qui pourrait ressembler les rhinovirus dont tu avais parlé qui avaient été létales pour notre. En fait, les rhinovirus, je pense qu'elle avait été détectée chez Ambulata, je pense, enfin chez l'huître portugaise, je pense qu'en fait c'était déjà de l'Ostracoderpesvirus, je pense. Et c'est juste qu'il n'a pas été caractérisé réellement par la biologie moléculaire, donc on n'a aucun moyen de savoir si c'était réellement lui, mais pour moi c'est folie. Et aussi, en fait, dans tous les résultats qu'on vous montre, en termes d'assignation taxonomique, on est quand même ultra contraint par ce qui est dispo dans les bases de données. Ouais. Et en fait, il n'y a encore jamais... il y a peu de gens qui se sont intéressés à ce qui était dans les huîtres. Mais c'est des choses qui vont sans doute évoluer assez rapidement parce qu'il y a maintenant le réseau ROM, là, qui est un réseau d'observatoires assez monstrueux où ils font de l'échantillonnage d'huîtres une fois par mois depuis maintenant presque 2 ans et on fait de la métagénomique dessus. Donc là, on est en train d'acquérir en fait les premiers résultats de séquençage et d'analyser ça. Et en parallèle, on travaille en fait à établir une nouvelle base de données entre guillemets qui serait dédiée aux virus marins et encore plus aux virus d'huîtres qui nous permettront très certainement en fait d'améliorer les assignations taxonomiques qu'on est capable de faire aujourd'hui parce que là en fait on tape sur des bases de données la base de données NR en fait tout simplement du NCBI donc voilà il y a encore beaucoup de choses qui restent non assignées et ce qui est assigné est toujours plus ou moins incertain donc voilà on travaille en parallèle sur ces aspects-là. Je sais que Germain avec Aurélie, ils avaient fait des assignations taxonomiques. Il me semble qu'ils avaient détecté des phages, mais pas dans l'échantillon qui a été séquencé en ONT. C'était dans d'autres échantillons qu'ils avaient séquencés plus tôt. Et il me semble qu'ils en avaient détecté quand même des phages.
J'ai pas entendu la question. Tu peux répéter, Camille? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de filtrer, dans les étapes qui se passent dans la valise, de mettre un filtre pour qu'on ait uniquement des séquences de virus à la fin? Mais en fait, il y a ce qu'on appelle l'adaptation synthétique sur le En fait, c'est surtout que l'objectif de la valise, c'est de pouvoir faire du diagnostic en général et pas que virus. Parce que bon, là, on a parlé beaucoup de SHV1, mais il y a aussi la bactérie Vibrio astu qui pose problème. Il y a aussi les parasites. Et l'idée, ce serait quand même d'avoir un truc assez généraliste. Et voilà, comme Camille allait le dire à l'instant, on penche plutôt sur éliminer les reads qui proviennent de l'hôte, c'est-à-dire en faisant du coup de l'adaptive sampling avec le nanopore, ça marche, enfin en laboratoire en tout cas, a priori ça marche bien, plutôt que d'aller focaliser sur le virus en faisant effectivement des filtres de taille ou des choses comme ça. Voilà. On voudrait rester assez généraliste parce que on se dit que plus on réfléchit dès le départ à quelque chose de déployable à grande échelle, plus c'est intéressant. Mais par contre, pour l'eau, par exemple, typiquement, on fait des filtres d'eau pour essayer d'augmenter les quantités de particules virales, etc., pour augmenter nos chances d'obtenir des séquences d'intérêt. Mais voilà, c'est assez technique et ça marche moyennement. Tu enrichis en virions, non pas forcément en génome viraux. C'est-à-dire que tous les génomes viraux qui ne seraient pas encapsulés, tu vas les perdre. Donc, en fait, tu enrichis dans des compartiments différents quand tu filtres. Et ça te permet de répondre à des questions différentes. Mais tu peux perdre, par exemple, toutes les réplications virales massives à l'intérieur de l'autre qui ne donnent pas de virions, tu la perdrais. Ça permet de répondre à des questions différentes. C'est production de manière générale, Non, c'est pas la chose. En fait, l'ultra-creuse qu'on a actuellement en France, elle arrive en fait de Chine. Et enfin, depuis la Chine. Mais après, c'est surtout dans les plateformes. Je pense qu'en France, c'est un peu plus sévère. Parce que c'est vraiment c'est dur en fait de travailler. Et je pense que c'est plus à ça. Et puis, ils gèrent peut-être mieux les maladies aussi. Parce que, en fait, je sais, en termes de gestion, je sais pas. Enfin, je sais pas. Et je pense que c'est plus en. Ouais, mais je pense qu'ils ne disent pas non plus, mais du coup, ils doivent surproduire aussi parce que du coup, ça limite en fait un peu la casse. Ils ont une pollution à vendre, il reste quand même. Ce qui se passe aussi en France, en fait, ils déposent de 30, ils mettent 30% de vitres en plus sur leur parc pour assurer leur production en train de. Revendre la production qu'ils ont devant. Et c'est vrai que. Je ne t'aide pas, Camille, parce que je n'ai pas entendu la question. Mais je suis sûre que tu as très bien répondu. Et de toute façon, il n'y a pas trop de gestion. Pour les 8, il n'y a vraiment pas de gestion. C'est très compliqué. Et puis, il ne faut pas rentrer dans les esprits que c'est important d'avoir de la gestion, de ne pas transférer les pathogènes, tout ça, c'est très, très compliqué. Parce que c'est vraiment des méthodes culturelles ancestrales, en fait. Et ils travaillent comme au début, quand ils ont commencé à faire, quand l'ostréiculture a commencé. Juste une question sur la. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la résistance, des types résistants, et que semble avoir une grande efficacité. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est d'un point de vue épidémiologique, comment ça se fait que très naturellement, ce résistant ne va pas représenter l'essentiel de la population ostréicole. Il y a peut-être des modèles épidémiologiques un peu plus subtils et plus compliqués. Ouais. Ce qui se passe, c'est que la plupart des outils qui sont déployés sur le terrain, en fait, elles arrivent des causeries. Et elles ne sont pas résistantes. Après, dans les populations naturelles, a priori, il y a quand même une augmentation de la résistance qui est observée.
C'est infime, mais a priori, il y a quand même une part de la résistance qui augmente. Mais en fait, notre hypothèse là-dessus, sur le fait que ça augmente pas autant que ce qu'on pourrait penser, c'est probablement parce qu'en fait, les huîtres dans le milieu naturel peuvent vivre jusqu'à 20-25 ans. Donc, on est très probablement encore assez tôt pour pouvoir observer ce phénomène de résistance, parce que les géniteurs se trouvent dans le milieu naturel. C'est pas, parce que peut-être on aurait dû expliquer un peu mieux comment ça fonctionnait, mais la plupart des ostréiculteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du captage dans le milieu naturel, le captage de larves, enfin de naissins, et après, eux, ils récupèrent ça et ils vont après le déployer dans leur parc et ils font grandir les huîtres. Mais les géniteurs, soit ils proviennent du coup du milieu naturel, soit ils proviennent des écloseries. Ceux qui viennent du milieu naturel, très probablement, ils sont encore, comment dire, il y a des générations qui sont chevauchantes avec encore l'apparition, la date d'apparition du virus. Et ceux qui proviennent d'écloseries, en fait, ce sont des animaux qui sont, qui n'ont jamais vu l'extérieur. Donc, voilà, il y a peut-être ces deux choses-là qui permettent d'expliquer qu'on n'observe pas une augmentation drastique de la résistance dans le milieu naturel. Il y a autre chose, le captage qui est fait, il n'est pas forcément déployé dans le bassin de Marais-Meuron. Parce qu'il y a, certes, ils ont déployé une partie sur leur parc, mais il y en a aussi une partie qui est exportée vers les autres parcs des Bras de Brest, des Tantôt, tout ça. Le captage ne reste pas sur place. Comment ça se passe une épidémie? Comment elle se compose? Ça se met une là, c'est pas ça continue. Il n'y a pas même, on ne tue pas les. En fait, ils ont appris à le gérer autrement, en fait. C'est ça. Enfin, la seule gestion qu'ils protègent, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'ils mettent plus d'huîtres pour avoir leur produit. Mais en fait, il n'y a pas de gestion en termes vraiment, il n'y a pas de destruction de l'eau, il n'y a rien. C'est impossible, en fait, c'est déjà dans l'eau. Ouais. Et de toute façon, le virus est sur l'autre, il est présent. Et... En fait, c'est qu'il y a des. Enfin, sur leur parc, ils n'ont pas que du naissin, ils ont des huîtres de tout à l'heure. Ils en ont qui vont être prêts à manger, mais ils en ont qui sont encore au stade minuscule, qu'un nombre. Ils ont vraiment. Et de toute façon, dans le milieu naturel, il y a aussi des huîtres, donc ils ne vont pas tuer tout ce qui est. Il y en a en plus dans la vase, collés sur les tables. Donc c'est un peu. Ils ne peuvent pas tout détruire. Et vraiment, il y a. J'estime que c'est. Comment je vais proposer des plans de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a les plans questions soient acceptées. Oui, c'est un challenge. Pour moi, il y a un challenge à la discussion. Je ne sais pas si. Ah